Depuis une trentaine d'années, il balade à travers le monde son blues poétique. Artiste inclassable, il est tour à tour peintre, photographe, sculpteur, chanteur, écrivain. Son pseudonyme est l'association des prénoms de ses deux grands-pères, Charles et Élie. C'est Charles Élie Couture que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Lumière Intérieure. Bonsoir Charles Élie Couture. Bonsoir. Ça va, j'ai pas trop dit de bêtises, c'est bien ça, c'est l'association du prénom de vos deux grands-pères. Oui, si ce n'est que tu dis que je les pratique tour à tour, alors qu'en fait, des fois c'est même... Oui, c'est ça, c'est vrai. J'ai plusieurs chemins de vie, on va Alors dire. justement, par rapport à ça, vous vous présentez comme un artiste multiste, c'est comme ça que vous aimez vous présenter. C'est pas un terme qui est spécialement courant, alors ça veut dire quoi, multiste? C'est un artiste italien qui l'a utilisé à mon propos, qui s'appelle Mario Salis, et qui dit « Mais Charlie, tu n'es pas... un artiste, tu es multi-artiste, on devrait dire tu es multiste. » Et j'ai trouvé que la formule était juste, d'autant qu'elle représente finalement assez justement l'approche que j'ai de la relation avec l'art, à savoir qu'il y a une différence entre la maîtrise d'un savoir-faire, d'une technique. Souvent, quand on parle d'un artiste, on parle de quelqu'un qui fait une chose, un acte bien. Mais il y a une grosse différence entre le fait d'avoir un savoir-faire, une maîtrise d'une technique, et puis l'inspiration. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Et le multisme, c'est le fait de dire il faut trouver le mode d'expression qui correspond à ce qu'on veut exprimer, et non pas être drivé, porté par le mode d'expression. Sous-entendu, il y a des choses que je vais faire au piano, d'autres choses que je vais faire à la guitare, et des choses que je vais faire en dessin, il y a des choses que je vais écrire. Voilà. C'est le côté multiple d'un artiste, donc le multiste. Mais tous les artistes ne sont pas multistes, il y en a qui sont monomaniaques et qui ne font qu'une seule activité. Mais justement, tout à l'heure, vous avez parlé d'étiquettes, et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'en France, on est quand même dans un pays où on colle un peu des étiquettes aux gens. Ils sont, en l'occurrence, journalistes télé, journalistes radio, journalistes presse écrite, ou effectivement sculpteurs, photographes ou peintres. Et aux États-Unis, c'est très différent, et vous avez choisi de vous y installer aux États-Unis. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais depuis 2004, vous y vous êtes installé, vous êtes revenu en 2018. C'était justement en partie pour cette ouverture d'esprit? Non, même 2019, à la fin du mois de janvier de cette année. D'accord. Mais disons que la différence entre les États-Unis et la France, c'est en fait le regard qu'on porte sur soi-même. En France, on est beaucoup imprégné du regard d'autrui. Ce que les gens pensent de vous, vont dire de vous, est presque plus important que ce que vous allez dire de vous-même. Aux États-Unis, on apprend à être conscient de soi-même. Dans le verre à moitié vide ou à moitié plein, les Français vont souvent parler de la partie qui n'ont pas, de la moitié vide. Absolument. Les Américains vont partir. Donc, quand on se construit, en France, on a souvent l'impression que les gens vous racontent à partir de ce que vous n'êtes pas. Et non pas à partir de ce que vous êtes. Aux États-Unis, on prend l'habitude d'avoir la conscience de ce qu'on est. Les États-Unis sont un peuple pragmatique, j'allais dire, alors que les Français sont plutôt un peuple idéaliste, qui va voir les choses dans leur globalité, dans leur ensemble, et comme rarement les choses sont dans leur entièreté, il manque toujours quelque chose, ce sur quoi les Français insistent beaucoup. Alors vous disiez à l'instant, quand on se construit, vous justement, vous vous êtes construit dans un environnement qui était quand même plutôt un environnement artistique, avec un père qui était professeur des beaux-arts et antiquaire et décorateur. Votre grand-père était professeur de piano. Vous a initié dès l'âge de 6 ans à cet instrument, si j'ai bien compris, à raison de 30 minutes par jour. Est-ce que vous avez le sentiment que cet environnement... Et ma mère, elle, avait enseigné le français aux États-Unis. Oui, exactement. Donc par ma mère, j'avais la littérature. Par mon père, j'avais une relation de fond avec les choses de l'art, et par ma grand-mère, un mode d'expression lié à la musique. Et est-ce que vous avez le sentiment que cet environnement a quelque part conditionné l'artiste que vous êtes devenu ? Mais à la différence de gens qui cherchent, moi je ne fais rien d'autre que continuer ce que j'ai commencé. C'est simplement, à la différence de certains qui cessent de faire des choses pour en faire une autre, moi j'ai en fait continué et affirmé de ce que j'avais commencé il y a très longtemps. J'ai donné mes premiers concerts à 15 ans, j'ai fait mes premières expositions à peu près à la même période, et quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, à un moment donné, un de mes profs vient me voir sur scène et s'aperçoit que c'était déjà
très abouti. Il me dit, mais un jour, il va falloir que tu choisisses. Ben, j'ai dit, est-ce que tu as l'impression que si je devais abandonner la musique pour ne faire que me consacrer aux beaux-arts, je serais meilleur? Eh bien, je ne sais pas, tu en fais déjà plus que tout le monde. Ben, j'ai dit, bien alors, du coup, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais, et j'ai continué. En fait, ce que les gens connaissent le plus, c'est ma musique, puisque j'ai fait 23 disques, j'ai fait une vingtaine de musiques de films, 1800 concerts. Mais ce que j'ai appris, c'est les arts plastiques, le dessin, la peinture, la photographie, la sculpture, etc., etc. Et puis ce que je fais le plus, c'est d'écrire. C'est vraiment l'écriture qui est ma gymnastique quotidienne. Alors concernant les arts plastiques dont vous parliez à la seconde, vous avez réalisé des affiches, alors c'est pas vraiment art plastique, mais des affiches pour le tennis, dessiné des logos, conçu le design de montres et même créé une collection de chaussures sous la marque Charlely. Est-ce que cette... Alors vous disiez que je finis ce que j'ai commencé, mais force est de constater que vous avez quand même commencé beaucoup de choses et terminé beaucoup de choses. Est-ce que cette multiplicité, ça vous remplit, ça vous comble ? Ben, par exemple, quand j'ai été à New York, vous l'avez cité, j'y suis resté 16 ans, et j'ai la double nationalité, et j'ai eu une galerie d'art. J'avais mon atelier dans le fond, et je recevais des gens, et ça m'a, autant ça m'a occupé, si je puis dire, c'était très chronophage. J'y allais, pendant 3 ans, j'y suis allé tous les jours, même le dimanche, de 10h du matin à 10h du soir. C'était très prenant, mais en même temps, extrêmement enrichissant. Le rapport, le contact avec les autres, c'est quelque chose qui, pour un artiste, lui amène beaucoup d'inspiration. Et beaucoup d'artistes vivent dans une forme d'isolement, de solitude. Moi, je prends du plaisir à partager et à me retrouver au milieu des gens. Donc, je considère que la création artistique est c'est comme un radar, si tu veux. Si tu as quelque chose qui passe dans le champ de radiation, eh ben ça va apparaître à l'écran et ça rejaillit dans ma création, sans pour autant forcément que je sache à l'avance ce que je vais faire. Alors, à vouloir être présent dans tous ces domaines, comment est-ce qu'on peut être vraiment performant et reconnu dans chacun d'entre eux? Vous parliez de la musique, effectivement, qui est peut-être le domaine pour lequel on vous connaît le plus, mais c'est vrai que les gens ont parfois du mal à... Oui, je connais la formule, bon à tout, propre à rien. Mais d'un autre sens, pour qu'un triathlète aille au bout de son triathlon, il faut qu'il se donne à fond, aussi bien dans l'eau, sur la bicyclette et quand il court. Alors peut-être que si vous comparez un nageur de 100 mètres avec un triathlète qui est dans l'eau, peut-être que le spécialiste du 100 mètres, ouais, mais au bout du 200e mètre, l'autre il continue à nager alors que le premier, il n'y est plus. Alors ça dépend aussi du challenge de vie qu'on se fixe à soi-même. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait les choses à moitié. Par contre, je sais que j'ai le sentiment d'avoir été pour beaucoup seulement en partie reçu parce que subissant le joug, si je puis dire, des avis préconçus et de gens qui ne connaissant pas, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis parti m'installer à New York, parce que j'en avais marre de devoir me justifier par rapport à des gens qui, sans savoir, jugeaient sans savoir. Mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, peu importe. Encore une fois, j'existe pour ce que j'ai fait, et après, le jugement, l'avis que les gens se font, il leur est propre. Vous me parliez de triathlète, de challenge. Est-ce que cette idée de performance, de défi, c'est des choses qui vous parlent ou pas du tout? Ah oui, absolument, oui. À savoir que les gens de l'art et les athlètes n'ont de sens, n'accordent de sens dans leur existence qu'à partir du moment où ils atteignent leurs propres limites. C'est ça qui est intéressant. La plupart des gens se gardent une zone de confort qui les rassure, qui les conforte, qui les tranquillise, on va dire. Ils se disent, si j'avais voulu, j'aurais pu, si j'avais, etc., etc. Dans le domaine de l'art et dans le domaine du sport, on ne peut pas penser comme ça. Donc du coup, on atteint ses limites. Quelquefois, elles sont merveilleuses, quelquefois, elles ne sont pas aussi belles que ce qu'on pouvait imaginer pour soi-même, mais au moins, on a le sentiment de s'être accompli. Après tout, encore une fois, on vit d'abord en référence à ses propres émotions. Donc voilà. C'est quoi l'émotion qui vous traverse le plus souvent ? La peur de mourir, je pense, c'est le truc le plus fréquent.
Mais à côté de ça, je suis gourmand de la vie, justement. J'aime la lumière. Voilà, mais... Puisque vous me parlez de la peur de mourir, on va quand même parler de votre dernier album, hein, parce que vous êtes venu en partie pour ça, qui s'intitule Même pas sommeil, qui est sorti pour plein de choses. Ça et plein d'autres choses. Même pas sommeil, qui est sorti il y a quelques mois. C'est un album que vous dédiez à Véronique Colucci et Jacques Higelin, qui ont disparu tous les deux en 2018. Pourquoi... Et que j'ai enterré le même jour. Ouais, c'est ça, ouais, c'est faux. Pourquoi avoir eu envie de leur rendre hommage ? Pour des raisons diverses et à la fois, justement, fort de ce jour un peu particulier où j'avais le matin enterré Véronique, l'après-midi Jacques, et je me retrouve, j'étais en concert le soir même, et je me retrouve à l'aéroport, et après avoir quitté des gens qui étaient tous envahis par la tristesse, tout d'un coup, j'étais dans un univers où personne n'en avait rien à faire, chacun était dans son truc à lui. Donc je me suis dit, bon, finalement, en fait, il n'y a qu'à penser qu'ils se sont endormis, la vie reprend ses droits, ils sont partis faire la sieste, la vie continue. Mais à ce propos, moi, j'ai pas envie d'aller me coucher. Attends, j'ai pas sommeil. D'abord, j'aime pas dormir, et donc voilà. Vous dormez très peu. D'où le titre. Oui, je dors peu, et surtout quand je me réveille, je me lève, quoi. Je fais pas partie des gens qui aiment la fantaisie, entre guillemets. J'aime le monde pour ce qu'il est. J'aime bouger, j'aime échanger, j'aime rigoler. J'aime penser aussi, voilà. Alors, quand je dors, je fais des cauchemars. Donc, ah bon il faut dormir un peu quand même. Il faut. Ça fait des années que c'est comme ça. Dans un des singles de l'album, Même pas sommeil, donc, il y a un titre qui s'intitule Seul et unique. Et dans ce titre, vous évoquez des interrogations spirituelles. N'y a-t-il vraiment qu'un seul Dieu, une seule option, une seule manière, une seule lumière qui nous éclaire ? Oui, c'est un thème que j'aborde assez souvent. Hein. J'ai fait un disque qui s'appelait Les Naïves, qui évoquait aussi pas mal les questions spirituelles. Et dans un monde aussi matérialiste que celui dans lequel on se trouve, le fait on est noyé dans des flots d'informations dont on ne peut pas vérifier l'exactitude. Et donc, finalement, on est dans une vérité, entre guillemets, qui est une vérité qui, aujourd'hui, est une vérité médiatique. C'est-à-dire que on va croire, on croit ou on ne croit pas. On a la foi ou on n'a pas la foi dans les choses qui nous sont dites. Mais simplement, avant d'être la révolution média-visuelle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'était une révolution qui a été scientifique. La vérité était scientifique ou n'était pas. Avant ça, c'était une vérité, on va dire, de prêtres. On croyait ce que les prêtres disaient ou on ne le croyait pas. Avant ça, c'était une vérité chamanique. On croyait les chamans ou pas, etc., etc. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une question de foi. On a la foi ou on l'a pas. On a la foi dans l'étoile, on a la foi dans le croissant, on a la foi, on croit à la croix ou on n'y croit pas, quoi. Et vous l'avez, la foi ? Moi, j'ai la foi, mais le Dieu que j'ai aujourd'hui identifié, c'est vraiment celui de la beauté et de l'art. Avec celui-là, je peux entrer en dialogue, j'arrive à l'identifier. Le Dieu unique, il y en a 137 dans ceux qu'on énonce. On va dire que si celui de la beauté, il les intègre tous, c'est avec celui-là qu'il m'est plus facile de dialoguer que la description qui est quelquefois personnifiée de l'immensité suprême qui, en même temps, permet à l'homme de s'élever au-dessus de la matérialité. Voilà, je sais pas si j'ai été... Si, c'était très clair, mais ce que je vous propose, c'est qu'on écoute directement un extrait, ça en sera encore mieux. Mais la chanson est posée comme une question. Est-ce que tu crois vraiment que... Voilà, c'est ça le truc. On écoute ensemble.
un seul amour, une seule vie, seule et unique. Comment imagines-tu cet exclu, seul et unique? Un seul métier, un seul ami, une seule bouteille à la mer, un seul pays, un seul chemin, une seule couleur, un seul destin. Alors après avoir écouté cet extrait, je vais vous proposer une expérience inédite ou pas, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous allez voir, vous allez me dire, je vais vous laisser tout seul sur ce plateau, Charles-Élie. Vous avez déjà vécu ça ou pas? Ça dépend, vas-y, branche. Et ben voilà, non, je débranche justement, je m'en vais, je vous laisse. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, vous allez répondre à mes questions. Alors, vous ne me voyez plus, mais vous m'entendez. C'est en ça que je disais que c'était assez inédit. On se retrouve dans quelques secondes. Là, tout de suite. Ça marche. Alors, Charles-Élie, est-ce que vous êtes bien installé? Ça va. Vous avez un repose-pied, enfin voilà, faites comme chez vous. Ça, c'est un fauteuil un peu étrange. J'ai pas l'habitude d'avoir ça à mes pieds. Bon. Bah écoutez, voilà, c'est là aussi, c'est inédit. Vous me parliez tout à l'heure d'inspiration. Alors, je voulais savoir ce que ce mot signifie pour vous, le mot inspiration. L'inspiration, c'est un frémissement, c'est presque rien. C'est quelque chose qui, tout d'un coup, vous interpelle alors que vous êtes en train de faire autre chose. Et vous abandonnez ce que vous êtes en train de faire pour coûte que coûte faire ce qui vient de vous être inspiré. Parce que vous savez que c'est presque rien et que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Donc c'est ça, c'est le fait de se détacher de quelque chose qu'on est en train de faire pour faire autre chose absolument. Voilà, c'est ça. Quand vous l'expliquez, c'est comme si vous étiez appelé quelque part. C'est ça. C'est comme tout d'un coup une espèce de conjonction entre quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi qui se trouve en résonance avec quelque chose qui apparaît à l'extérieur. J'ai l'habitude de dire que l'art est une révélation. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à l'intérieur de soi qui se trouve apparaître par le fait de cette chose, cette autre chose à quoi on est confronté. Mais c'est pas forcément seulement une œuvre d'art, ou plutôt peut être une œuvre d'art dans le sens large du terme, liée à la nature, liée à l'instant, au temps, je ne sais pas, c'est très mystérieux. C'est un peu le lien entre tout ce que vous faites finalement, l'inspiration ? Le lien dans tout ce que je fais, c'est la poésie. La poésie dans le sens grec du terme, qui vient du mot poéim, c'est-à-dire agir, faire. Mais effectivement, c'est à un moment donné, et depuis que je suis petit, c'est comme ça. Je sais que je dois faire ça. Si je le fais pas, je suis mal. Et si j'écris pas un texte que je dois écrire, je le porte en moi et ça me tourne pendant... enfin, texte ou n'importe quoi. Par exemple, je viens de me jeter depuis 1 mois et demi sur un disque qui va sortir au mois d'avril. Je l'ai fait vraiment comme une nécessité. Il va accompagner une biographie qui sortira en avril aussi. Mais en fait, c'était pas prévu et ça a surpris même les gens avec lesquels j'étais qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu veux déjà, un nouveau disque ?» Il faut le faire, ouais. Et voilà, et on est dessus. Ça va peut-être vous sembler mystique comme question, mais quand on entend cette urgence de faire, d'écrire, de créer, comme quelque chose qui vous appelle, est-ce qu'il y a une forme comme si une petite voix vous dictait ce que vous allez écrire ou vous... C'est plus qu'une petite voix, c'est vraiment une obligation. Hein. Mais en même temps, on peut très bien ne pas l'entendre. Moi, il se trouve que ça ne se tarit pas. Je continue. Je ne vais pas dire que j'entends des voix, sinon on va me traiter de schizo. Mais je sais que je suis tout le temps en résonance par rapport au monde avec lequel je suis. Je ne peux pas résumer ça à une seule voix. Il y en a trop. C'est un état d'être. Je suis en perpétuelle
émotion. Mais j'appelle ça... Enfin, vous savez, c'est très simple. Tout est une histoire de pression. Impression, compression, expression et quelquefois dépression. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vraiment des histoires de pression, de relations entre l'extérieur et l'intérieur. Dans ces pressions, il y a une notion un peu d'énergie aussi, d'énergie positive, moins positive pour ce qui concerne la dépression, quoi qu'il peut aussi en sortir des choses intéressantes. Non, mais je dis ça en blaguant, mais de toute façon, la notion de positif, c'est lié à chacun. Hein. Il y a des choses qui sont positives pour certains, qui sont négatives pour d'autres. Le fait est que l'harmonie artistique de l'activité d'un artiste est en relation avec des instants. C'est-à-dire que je dis toujours que la beauté, c'est un instant d'équilibre. Alors, parce que c'est merveilleux quand tout d'un coup, on trouve une position ou quelque chose qui semble être équilibré, donc harmonieux. Mais c'est tout le temps remis en question, c'est tout le temps en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le jour où il n'y a plus de mouvement, ben voilà. L'inspiration, est-ce que c'est quelque part un peu votre façon à vous de vous engager ? L'engagement, ça c'est une histoire de conscience. Hein. En tant qu'artiste, c'est moi qui suis la voix de ma voix, si je puis dire. J'exprime ce que je ressens. Je vous l'évoquais tout à l'heure avec le radar. Être un artiste, c'est quoi ? C'est rien d'autre que mettre en forme cette notion abstraite du sentiment humain. Donc, effectivement, comme quand je suis envahi par des doutes, des questionnements, ben, ça rejaillit dans mon travail. Quand je suis amoureux, ben, ça rejaillit dans mon travail. Quand je suis inquiet, quand je suis énervé, quand je suis je sais pas quoi, ça rejaillit dans mon travail. Parce que je suis de ces gens qui ont la nécessité de faire sortir. Je dis souvent, pour revenir à l'histoire de la pression, c'est un peu comme une cocotte minute, si vous voulez. Vous faites chauffer la cocotte, ben, à un moment donné, si ça siffle, c'est trop fort, il faut que ça siffle. Sauf qu'au lieu de jouer une seule note, on joue du saxophone ou du piano. L'expression artistique, c'est lié à ça, quoi. Voilà. Est-ce que ça permet de conserver un regard plus doux sur l'existence, cette expression artistique liée à cette inspiration que vous évoquiez ? Peut-être. Moi, je suis plutôt bienveillant, si vous voulez. J'ai eu l'habitude de dire à mes enfants qu'on monte à l'échelle en s'appuyant sur les barreaux qui tiennent, pas sur les barreaux cassés. Donc, on ne peut pas s'appuyer exclusivement sur ce qui ne fonctionne pas. On ne peut pas uniquement définir le jour par rapport à la nuit. On ne peut pas dire le jour, tu vois, c'est le contraire de la nuit. C'est vrai, mais on va où avec ça, quoi ? Donc, on ne peut pas éternellement dire c'est pas con. T'as qu'à dire que c'est intelligent, alors. T'as qu'à dire que c'est pas moche. Non, t'as qu'à dire que c'est beau, alors. Voilà, tu vois. On ne peut pas exclusivement se définir par rapport à la négation. Donc du coup, quand on commence à essayer de se raisonner comme ça et de dire que le pardon, c'est comme une vapeur qu'on chasse et qui permet de reconnaître, de se reconnaître dans la glace, et ben, peut-être que ça a un rapport avec la sagesse, j'en sais rien. Mais alors il faut se réinventer aussi parce que, on le disait tout à l'heure, au-delà de vos talents picturaux, vous êtes aussi connu pour vos talents musicaux et d'ailleurs surtout connu pour vos talents musicaux. Au total, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais vous avez enregistré 23 albums, fait 1500 concerts dans le monde entier. Vous avez par ailleurs, vous le disiez aussi un peu tout à l'heure, composé... 1800 d'ailleurs maintenant. Ouais. Ah bon, composé un certain nombre de bandes originales de films. Je pense que la plus connue, c'est celle de Ciao Pantin. Oui. Non, c'est Toy Story. C'est vrai, mais en tout cas... J'ai pas fait la bande de
de Toy Story, j'ai interprété les chansons. Ton ami, c'est moi. C'est vrai. Moi, ouais. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut être inspiré autant et sans reproduire les mêmes choses à chaque fois, parce qu'il faut quand même... il faut se réinventer, faire des choses différentes. Ben non, mais c'est pas comme ça que ça marche. On fait et après on voit ce qu'on peut en faire. Déjà, il faut être actif. Il faut aimer agir. Ça n'a pas l'air d'être votre problème principal, ça, on vous sent bien actif, oui. Ben, c'est en ça que je suis poète. Voilà, la poésie, la clé de voûte de mon édifice, c'est vraiment la poésie. C'est-à-dire ce rapport avec l'instant. Il faut essayer. Je suis un peu comme quelqu'un qui marche dans le sable sur le bord d'une dune et qui a le sentiment que tout s'efface derrière moi. Donc je suis obligé d'avancer. Je suis pas nostalgique, si vous voulez. J'ai un de mes amis à New York qui s'appelle Bob Golke qui dit on est toujours au niveau zéro. Et alors on peut considérer qu'on est au niveau zéro par rapport au futur, c'est vrai qu'on est toujours à la base de ce que sera demain, ou on peut être au zéro considérant qu'on est à la conséquence du passé. Le passé vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Mais dans un cas, on va se retourner en arrière en disant « Ah, ben, je vois la route, le chemin que j'ai parcouru. » Ouais, mais on risque de se prendre le premier virage. Si on continue à rester comme ça, on ne roule plus, quoi. Ou bien l'inverse, on regarde toujours devant et on est paniqué parce qu'on n'a pas de passé. Ben voilà, alors, je suis au niveau zéro, j'accepte mon niveau puisque zéro. Vous me parlez d'agir, d'avancer, de rouler, moi je vais vous proposer de me dire ce que vous inspire le mot exister. Dans exister, il y a ex, donc il y a la notion de sortir. Et exister, je vois aussi résister dedans. Résister, tenir, une grosse différence entre apparaître et ne pas disparaître. Exister, c'est le fait d'être conscient du présent. Voilà. Pour moi, c'est ça. Exister, brother, exister, sister. c'est ça, exister. C'est avoir une conscience de la conjonction entre l'infiniment avant et l'infiniment après. Voilà. Tout en restant dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, pour reprendre des termes très à la mode. C'est pas léger, hein, c'est un acte difficile. No expectation, comme on dit. Considérer les choses, essayer de tenir compte de ce qu'on sait, mais tout en étant aussi conscient de ce qu'on ignore. Voilà. À quoi est-ce que vous rêvez ? Je rêve pas beaucoup. Je vous avoue que les films qui sont confus dans ma tête sont des films compliqués. Donc je crois pas que je sois un rêveur. Je posais la question par rapport à un de vos titres qui s'appelle Forever. Oui, je sais. Parce que le jeu de mots Forever, oui, évidemment. Oui, mais c'est fort, tu vois, beaucoup rêveur. Mais disons que le rêve, c'est toujours une sorte on va dire, d'objectif. Mais j'arrive à un âge où je n'ai plus le droit vraiment de me fixer des objectifs parce que c'est plus excitant de prendre les choses encore une fois pour ce qu'elles sont, plutôt que les transformer toujours. Voilà. Encore que mes rêves, c'est que mes enfants se réalisent surtout. Voilà. Vous avez deux filles, alors justement, vos filles. Formidables, ouais. Comment est-ce qu'elles vous décrivent ? Parce que vous êtes effectivement beaucoup de choses à la fois. Comment ? Je ne sais pas comment. En tout cas, c'est pas à moi qu'elle parle de moi, heureusement d'ailleurs. Mais je crois que quand elle rencontre des gens qui quelque part découvrent quelles sont ma descendance, elles assument l'origine, on va dire. L'une est réalisatrice, Shahan. Et l'autre est comédienne et musicienne aussi, Yamé, donc chanteuse, on va dire.
Quel est, puisqu'on parle d'exister, votre regard sur l'existence et puis ce que vous avez essayé de leur inculquer, puisqu'on vous sent très proche d'elles, sur justement ce qui compte dans la vie et ce qui permet d'exister pleinement? Je peux être un père, d'autant plus qu'on a la mère et qui elle, a su leur donner une relation consciente de la vie au quotidien, parce que je fais partie de ceux fidèles qui restent avec la même personne, ou plutôt j'ai la chance d'avoir trouvé l'âme sœur en celle qui m'accompagne depuis tant d'années et qui est la mère de mes enfants. C'est une chance, je le prends comme tel. Et c'est parce qu'on a apporté l'un et l'autre à nos enfants des informations légèrement différentes que mes filles, je crois, se sont construites d'une manière sereine. Voilà. On a parlé d'existence, de sérénité. Je vous propose qu'on parle de temps à présent. De temps, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, vous êtes fils d'un antiquaire ouais. et du coup, c'est vrai que c'est pas complètement anodin. Vous parliez de ce qui existait avant, de ce qui existera après, de l'importance d'exister dans le moment présent. C'est quoi votre rapport au temps? Le temps est un fluide. Le temps est flexible. Le temps n'en finit pas d'être différent selon qu'on est amoureux, selon qu'on est inquiet, selon qu'il pleut, selon qu'on a quelque chose à faire, selon qu'on est dans l'urgence, selon qu'on est en bord de l'eau, selon qu'on médite. Le temps est pas le même. Il est fonction de soi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des urgences aujourd'hui. À savoir que quand j'étais plus jeune, toujours, ça signifiait toujours. On pouvait parler de l'avenir en millénaires, en siècles. Aujourd'hui, on connaît des échéances qui sont terribles et qui sont à beaucoup plus court terme, qui se comptent en dizaines d'années. Donc le temps, aujourd'hui, c'est vraiment la plus terrible menace, entre guillemets. Pour nous qui avons rêvé d'infini et de vie sans fin. Quand vous parlez de menaces, vous le disiez un peu tout à l'heure, quand vous parliez de peur de la mort, vous avez peur du temps qui passe? J'ai pas peur du temps qui passe, j'ai peur des échéances qui nous sont données parce qu'on a trop bouffé la richesse qui nous était donnée par la nuit des temps. Et jusqu'à maintenant, la terre s'est faite et on l'a exploitée sans limite, en croyant qu'elle était elle-même sans limite, sauf qu'on a dépassé depuis des années déjà le quota qu'on aurait dû respecter pour laisser à la terre et ce qu'il a fait la possibilité de continuer à nous donner ce qu'elle produit. Aujourd'hui, on a voulu tricher avec le temps, justement, accélérer le processus et du coup, effectivement, on y arrive, mais on brûle l'oxygène et on brûle tout. C'est terrible. Le temps, c'est vraiment ce qui m'est venu quand j'ai visité la prison d'Alcatraz, où je voyais ces petites cellules dans lesquelles avaient été internés des mecs qui avaient justement refusé le temps pour ce qu'il était. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un bandit? C'est quelqu'un qui a refusé le temps. C'est-à-dire, il a refusé de séduire, donc il a violé, il a refusé de travailler le temps qu'il fallait pour gagner de l'argent, il l'a volé, il a refusé, etc. Tout le temps, quand on est dans l'urgence, souvent on commet des actes n'importe quoi. Le rapport au temps, c'est justement celui qu'on doit avoir pour travailler avec entre autres, la prière ou la méditation ou le je ne sais quoi. Ça vous arrive, vous, de prier? Oui, évidemment. Je prie tout le temps, moi. Je prie tout le temps, mais mes prières sont des prières, encore une fois, comme je le disais, liées à la conscience du temps, conscience ou de l'infini, ou je ne sais pas. J'essaye de m'élever au-dessus de ce que sont les choses ou de ce qu'elles apparaissent. Quand je pense au temps qui passe, je pense à un autre artiste, en l'occurrence Gilbert Bécaud, avec Que vais-je faire du temps qui passe. Alors, voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire de ce temps qui passe quand vous créez pas, quand vous n'êtes pas...
Je me régale comme tout le monde je suis un humain, et j'aime l'humanité une par une. Là où je suis beaucoup plus mal à l'aise, c'est quand tout d'un coup la foule prend le pas sur les décisions deviennent monstrueuses quand elles sont dans l'intérêt soi-disant du plus grand nombre au détriment de la personne. Alors là, c'est une histoire d'ogre. C'est pas possible. Or, c'est là-dedans qu'on se trouve aujourd'hui. Pour l'intérêt du grand nombre, on dénie l'homme qui fait partie du plus grand nombre. Alors là, c'est sans fin, quoi. C'est pas possible. Alors, puisque vous parlez de sans fin, ça me fait une transition parfaite. Le dernier mot que je voulais vous proposer, c'est le mot ciel. Je l'adore. En ça que, comme tout un chacun, je me sais être fumé, je me sais être fait de gaz, entre guillemets, fait de particules, et on a l'idée on s'y diffuse. Le ciel, je le peins maintenant plus qu'avant. Par exemple, j'ai longtemps peint des villes, en ça qu'une ville est l'œuvre de l'homme, à la différence de la nature qui est l'œuvre de... on le nomme ou on ne le nomme pas, mais on va dire... et qui est aussi beau que de lui donner un nom d'ailleurs. Mais la nature, dont le ciel, c'est ce qui fait qu'on s'élève, qu'on vaut plus que ce qu'on est, quoi. À quoi vous pensez quand vous regardez le ciel ? Déjà, je ne sais pas si je pense quand je regarde le ciel. Le ciel, c'est plus fort que... D'abord, c'est vivant, le ciel. C'est à la fois clair et foncé, et c'est jamais fini. Donc, je pense à l'infini en 2 mots. Infini, quoi. Non. Mais je ne sais pas si je pense, en fait, c'est surtout un écho de ce que j'ai à l'intérieur de moi. On n'arrête pas de se reconstruire. Donc le ciel, c'est... Je ne veux pas dire que c'est l'espoir de demain, parce que c'est ce que je pense chaque fois que le jour se lève. C'est pour ça que j'aime bien me lever tôt, j'adore voir la vie arriver avec la lumière et tout. Je pense le ciel plus d'abord de jour que de nuit. Voilà. La nuit, c'est intéressant comme, encore une fois, comme une méditation, une intimité, un questionnement avec soi. Et tout d'un coup, avec la lumière, avec le ciel, c'est le monde qui s'offre à nous. Et quand je dis le monde, c'est tout. Voilà. Vous parliez d'infini, nous on n'aura pas tout à fait fini de vous poser toutes les questions qu'on voudrait, alors je vais revenir. À tout de suite. Alors on a un petit peu parlé de rêve, Charles-Élie Couture, et je me posais la question, s'il y avait une fée avec une baguette magique qui vous proposait tout d'un coup de réaliser le rêve le plus absolu pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez ? Pour moi ou pour les autres, parce que c'est... Peu importe, elle vous proposerait d'exaucer un rêve. Un seul... vivre dans la bonne entente le plus longtemps possible avec ceux que j'aime bien, toi, le genre de... C'est pas très drôle, hein, mais... Non, c'est basique mais efficace. Mais c'est au sein de... Voilà. Parce que j'ai la chance d'avoir deux métiers, 2 vies différentes. D'une côté, la solitude de la création artistique, ça qui prend pas mal de temps. Et puis, d'un autre, autant de plaisir à exister par rapport à ceux qui m'entourent. Donc,
Je regardais tout à l'heure avant l'émission vos tatouages et vous m'expliquiez que ça représentait des plantes, des insectes, etc. Et alors ça m'intéressait de savoir si vous étiez une plante, ce que vous seriez, si vous étiez un animal, ce que vous seriez. Voilà, vous qui êtes assez poète, ça m'amusait de... Ah, tu veux le Proust Oui, c'est un peu ça. Si vous étiez un animal, une fleur. C'est quoi la question alors, on va commencer par une plante, puisqu'il y a des végétaux sur votre bras. Ok, alors on va dire un olivier ou un chêne, parce qu'il y en a plus en dessous qu'au-dessus. D'accord. Parce que je ne suis pas quelqu'un de démonstratif, mais je suis bien enraciné. Si vous étiez un animal? Si j'étais un animal, aujourd'hui, peut-être la tanche, le poisson. C'est original, j'ai jamais entendu personne me dire qu'il voulait être une tanche. C'est le poisson médecin. Il est couvert d'une espèce de visqueux comme ça, mais il est costaud, mais en même temps pas forcément celui qu'on choisit. Enfin bon, une tanche. Alors il y a des insectes aussi sur votre bras. Un insecte, alors ce serait quoi l'insecte? Aujourd'hui, clairement, celui... c'est l'abeille, quoi. To be or not to be, quoi. Être ou ne pas être, mais to be dans le sens abeille. Et quand on tue les abeilles, on tue l'homme, ça c'est sûr. Donc on a beau dire tout ce qu'on veut, les pesticides, le glyphosate, etc. On a beau dire que c'est les frelons de ci ou de ça. Non. On sait très bien que si on tue les insectes, on tue les oiseaux. Si on tue les oiseaux, on tue les... Voilà, etc. On fait le silence le jour où il n'y a que du silence, c'est moi aussi. Alors on va sortir du monde animal et végétal. Si vous étiez un héros, vous seriez qui? Un héros Le coureur de marathon. Celui qui a couru pour donner sa vie pour donner l'information, on va dire. Quelle information? La victoire, voilà. D'accord. Pas celui qui court pour une cause, parce qu'il y a aussi beaucoup de marathons au profit de causes. Oui, c'est un peu ça. Mais disons, chose que je ne suis pas, tu vois. Maintenant, je suis plus tonneau que marathonien. Que marathonien. Alors, puisqu'on parle de cause, est-ce qu'il y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur? Il y a beaucoup de causes que je défends, aussi bien les ânes. Les ânes? Oui, les ânes. Pourquoi les ânes? Pourquoi? Parce que ils ont servi pendant longtemps et puis après nous avoir distraits, on les abandonne et on les traite d'imbéciles parce que une certaine imagerie du 19e a laissé croire que c'était des animaux inférieurs à d'autres, etc. Et ce genre d'ineptie qui fait que on ne considère pas les êtres vivants pour ce qu'ils sont, d'une façon générale. Mais ça existe, c'est des associations qui défendent la cause des ânes? Oui, tout à fait. Il y en a dans le Massif central, notamment, qui essayent de récupérer les ânes abandonnés ou les ânes maltraités, etc. etc. Mais d'une façon générale, je défends des associations liées aux choses de la nature. J'ai moi-même financé des choses et les choses aussi liées à la qui prodigue des informations artistiques notamment. Je crois que c'est important et très très important que la culture continue de rester ce qu'elle a été pendant longtemps, c'est-à-dire un moyen de transmettre des informations et non pas simplement liées à une notion de consommation à court terme. Donc voilà, je défends les intermittents du spectacle aussi parce que contrairement à ce qui est dit, c'est pas des cloportes qui abusent d'une situation, mais c'est des gens qui ont quelquefois besoin de phases de préparation avant que les choses n'aboutissent, enfin bon, etc., etc. Et nous, on n'est pas salariés, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors vous qui versez dans les arts picturaux, quelle est la couleur que vous préférez? Vous êtes tous de noir vêtus, là, mais est-ce qu'il y a une couleur qui vous tient plus à cœur qu'une autre? Dire peut-être l'orange fluorescent. Parce que c'est la couleur du travail, en fait.
À New York, partout où on voit cet orange fluo, c'est qu'il y a des hommes qui travaillent. S'ils travaillent, c'est qu'il y a quelque chose à réparer. Ou s'ils travaillent, c'est parce qu'on veut améliorer les choses. C'est work in progress, que les choses sont en mouvement et sont en train de se faire. Il y a une symbolique derrière cette couleur, voilà. Je comprends. La dernière fois que vous avez ri? Hier soir, en regardant un film des frères Cohen. Ça peut être assez drôle, effectivement. Ça s'appelait La balade de Buster Scruggs. Super drôle. La dernière fois que vous avez pleuré, ça c'est moins drôle. La semaine dernière, parce que j'étais paniqué pour je ne sais plus quoi, on va dire. Est-ce que vous avez un objet chéri? Il y a des gens qui se baladent avec un objet qui leur porte chance, ou est-ce que vous avez ça, vous? Parmi les objets que mon père m'a légués, il y a 2 couverts gothiques en corne de daguet qui sont parmi les premiers couverts pensés, inventés au Moyen-Âge, une fourchette et un couteau. C'est deux objets que j'adore. Mais vous vous baladez avec? Non, c'est ça. Mon Dieu. Oui. Non, mais tu me demandes comme ça, voilà, ceux qui me... Oui, un objet auquel vous tenez. Voilà. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez un être humain? Alors, la qualité, je dirais, j'apprécie, je l'ai évoqué tout à l'heure, la fidélité, la solidité et l'humour. Si on enlève ça... Et votre plus grande qualité à vous, alors, ce serait quoi? J'essaye de m'appliquer à moi-même ce que je demande aux autres. Et votre plus grand défaut? Justement, le fait de croire que tout le monde peut penser comme moi, quoi. Donc, d'avoir du mal à voir les choses à travers un autre prisme que le vôtre. Oui, j'assume. Pourtant, vous avez plusieurs des prismes. C'est qui m'est propre, mais disons que je veux croire que d'autres ont la même logique que moi, ce qui est malheureusement pas le cas. Alors, vous faites beaucoup de choses, hein, on le disait, photographe, sculpteur, chanteur, écrivain, musicien. Ouais. Voilà. Quel est le don de la nature que vous n'avez pas et que vous rêveriez d'avoir? Je danse assez mal. Je suis loin d'être aussi résistant que je voudrais l'imaginer. Et il me manque 5 cm pour que j'ai eu la taille de mon père. Donc j'étais plus petit que mon père. Ça m'a toujours énervé. Ça vous a, ouais. Ça vous a travaillé? Oui, ça ne m'a pas travaillé, mais j'aurais bien voulu... je mesure 1m76, j'aurais bien voulu mesurer au moins 1m81. Ça m'aurait plu. Mais juste voir les choses d'un peu plus haut. Et dernière question, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à l'enfant que vous étiez? Je vais faire vite, mais j'ai eu la chance de rencontrer cet enfant il y a 1 an et demi, à l'occasion de quelque chose d'assez extraordinaire qui m'est arrivé. J'étais avec le biographe David Desvérités qui écrivait et qui venait visiter la ville de Nancy où j'ai grandi. Et pour lui montrer l'endroit où j'avais été, je me suis permis de rentrer un jour où la porte était ouverte dans la maison où j'avais grandi. Et j'ai sonné à la sonnette, et une vieille dame de 84 ans a ouvert la porte, alors que je croyais qu'il n'y avait personne parce que les volets étaient toujours fermés. Elle m'a accueilli et elle nous a fait visiter à David et à moi l'appartement dans lequel je n'étais pas retourné depuis plus de 30 ans. Et tout d'un coup, à un moment donné, retrouvant des sensations, des humeurs absolument incroyables liées à mon enfance, de par le fait que cette personne-là c'était à elle que ma mère avait donné les clés, donc il n'y avait pas eu de gros changements dans l'endroit. Et tout d'un coup, à un moment donné, au bout du couloir, je me suis revu enfant, en pouvant comparer le rêve d'une vie que j'avais quand j'étais petit avec ce que j'étais. Ça a duré quelques secondes, mais où tout d'un coup, je me suis dit, waouh, alors c'est ça une vie, quoi. Et
voilà. Quand j'étais à cet endroit-là, un endroit où il y avait la même lumière, presque les mêmes odeurs que quand j'étais gamin, donc voilà. Donc à la limite, je dirais, pour répondre à ta question, je dirais à ce gamin, ça ne se passera pas forcément comme tu l'imagines, mais ça va se passer, t'inquiète. Ne t'inquiète pas. Donc voilà un beau message. Merci beaucoup Charlélie Couture d'être venue sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. À bientôt.